bienvenue à ce webinaire un petit peu particulier. Dans un premier temps, j'aimerais que vous me disiez si vous m'entendez, si vous me voyez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez noter dans le chat, s'il vous plaît, si c'est OK pour vous au niveau du son et de l'image. Est-ce que c'est bon pour vous? J'attends vos retours dans le chat avant d'aller plus loin. Dites-moi si c'est bon pour vous, niveau son et image, niveau présentation. Ok, bon ben ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc eh ben, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre participation. Vous êtes plus de 2500 inscrits. Vous êtes actuellement plus de 860 en ligne. Donc merci à tous pour la participation à ce webinaire qui est un petit peu particulier. Et voilà, en préambule, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce webinaire. Eh bien, dès qu'on est rentré dans cette crise de Covid-19, on a eu la volonté de créer ce webinaire pour vous accompagner un petit peu. Donc d'abord, j'aimerais remercier les gens qui m'ont permis de le faire, à savoir eh bien, ma direction. Lorsque j'ai émis l'envie de faire ce webinaire pour vous accompagner, pour vous aiguiller par rapport à toutes ces prises en charge un petit peu particulières, eh bien ma direction m'a dit OK, il n'y a pas de souci, on t'accompagne, quel que soit le coût de tout ça. Donc je me suis tourné ensuite vers Webikeo pour leur demander d'organiser ce grand webinaire, à savoir que vu le nombre de participants, ça demande une organisation assez importante, c'est un coût très important et Webikeo a tenu absolument à nous accompagner et nous a offert ce webinaire qui coûte bien sûr plusieurs milliers d'euros. Donc merci à Webikeo et merci également à Orion Santé de m'avoir permis de faire ça, de m'avoir accompagné. Merci à tous les gens d'Orion qui m'ont permis de réaliser ce webinaire. Donc voilà, en préambule, j'aimerais d'abord vous donner quelques indications. Tout d'abord, ce webinaire va être disponible en replay, donc il est hyper important que je vous précise que ce webinaire date d'aujourd'hui, du 30 mars 2020, avec les documents à ce jour. J'ai pris le parti de le créer dès hier pour qu'il soit le plus proche de ce qui se fait en ce moment, mais à l'allure où vont les choses qui seront dites dans ce webinaire ne seront peut-être plus valables d'ici une semaine. Donc voilà, je voulais en préambule vous donner ces informations-là, que ce webinaire est valable pour aujourd'hui et concerne tous les documents officiels qu'on a actuellement. Donc, dans ce webinaire, on va voir plein de choses concernant le Covid-19. Bien entendu, en tant que représentant d'Orion Santé, je ne pouvais pas me permettre d'aller au-delà des documents officiels. Donc, tout ce que vous avez dans ce webinaire émane de documents officiels que vous pouvez trouver sur Internet. Vous aurez également un document qui sera mis à votre disposition, alors pas en téléchargement comme d'habitude, parce qu'il y a eu un petit souci technique de dernière minute. Cependant, je m'engage à ce que nous ayons à ce que vous ayez ce document-là. Donc, d'ici la fin de journée, vous le recevrez par mail. Ce document va représenter la totalité de la présentation et je vous ai mis à la fin également tous les documents dont vous avez besoin aujourd'hui pour encadrer votre exercice très particulier par rapport à cette crise du Covid-19. Donc voilà, je vais pouvoir commencer la présentation et voir un petit peu pendant ce programme tout ce qu'on va voir. Alors, dans un premier temps, j'essaierai de vous expliquer un petit peu toutes les mesures de protection que vous avez à mettre en place avec vos patients. J'ai oublié dans le préambule, c'est une présentation avec des informations. On n'est pas là du tout pour faire de la polémique. Je sais pertinemment que vous avez des grosses difficultés à avoir du matériel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'action, nous sommes dans l'information. Je sais que vous, à des endroits différents, vous avez beaucoup de travail, vous avez des problèmes de matériel. Donc bien évidemment, quand je vais vous donner les consignes de protection,
Je sais que vous manquez de matériel, je sais que vous n'en avez pas assez, mais voilà, je suis ici pour ces choses-là, pour vous dire ce qui serait le mieux pour vous en fonction du matériel que vous avez à disposition. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'heure n'est pas à la contestation, l'heure est à l'action, mais ça, je me fais aucun souci. Je suis infirmier à la base, je sais ce que c'est, et par contre, effectivement, je pense qu'on pourra régler nos comptes ensuite, une fois la crise passée. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans l'action, donc voilà, je vous demande d'être indulgent par rapport à ça, et tout ce que je vais pouvoir vous donner, c'est bien entendu en fonction du matériel et des possibilités que vous avez. Donc, ces mesures de protection, on va essayer de les voir en détail, et vous aurez également des documents mis à disposition vous permettant de régler tous ces problèmes-là. La surveillance des patients suspects ou atteints, il y a des recommandations par rapport à ça, et surtout, vous avez la possibilité de créer des surveillances qui n'existaient pas avant, puisqu'il y a eu des communications de l'assurance maladie vous créant soit de nouveaux actes, soit vous autorisant l'utilisation de certains actes existants. On reviendra sur ça en détail. Lettres clés et cotation, effectivement, on verra tout ce qui est nouveau par rapport à la nomenclature, par rapport à cette crise du Covid-19 que vous pouvez utiliser et comment vous pouvez l'utiliser. Il m'a semblé important aussi de vous donner des informations complémentaires concernant toutes les modifications concernant votre exercice. Vous verrez, il y a eu des communications émanant du ministère, émanant de la Caisse d'assurance maladie et émanant de l'ARS qui vont modifier vos modes de fonctionnement, vos modes de facturation, vos modes de prise en charge. Donc pour moi, c'était important de vous tenir au courant de tout ça. Et enfin, je vous présenterai les annexes qui seront dans le document qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire et dans lequel vous pourrez retrouver la totalité des documents dont je me suis inspiré pour créer ce webinaire et dont vous pourrez bien entendu vous servir. Encore une fois, l'intérêt de ce webinaire, c'est vraiment de l'information. Donc, je suis désolé, je vois que vous utilisez beaucoup le chat, c'est très bien, communiquer entre vous. Malheureusement, il n'y aura pas de temps de questions parce que vu le nombre que vous êtes, donc là, vous êtes 1072 de connectés, on ne pourra bien entendu pas répondre. De toute façon, j'ai envie de dire, normalement, vous avez tous les éléments qui vous permettront de suivre ce programme et surtout de mettre à jour vos façons d'exercer. Alors, dans un premier temps, les mesures de protection, et je vais vous citer les recommandations générales qui ont été édictées par l'ARS. Alors, il vous conseille, encore une fois, je sais que ça sera en fonction de vos disponibilités, je sais que c'est pas évident dans vos cabinets de vous organiser, mais l'ARS demande dans la mesure du possible de créer une tournée pour les patients Covid-19 ou alors de dédier spécifiquement un professionnel aux patients du Covid-19. Effectivement, le but de toutes ces recommandations, le but de toutes ces recommandations vous permettront d'éviter la propagation de ce virus. C'est le seul intérêt de tout ce que je vais vous dire, c'est d'éviter la propagation de ce virus, d'éviter de le donner à vos patients qui sont par définition déjà fragiles. Donc, ce sont des recommandations qui vous permettront de mieux organiser vos tournées. Vous retrouverez en annexe 2 effectivement ce fonctionnement qui vous permettra de mieux organiser vos tournées ou de dédier un professionnel. Je précise que beaucoup de documents que je mets à votre disposition concernant les règles d'hygiène et de protection émanent de l'URPS Occitanie. Donc l'URPS infirmier. Donc merci à eux pour leur travail. Effectivement, si je me permets de vous les donner, c'est que ce sont des documents officiels qui ont été partagés et qui, je l'avoue, sont très pardon, et vous aideront à mieux organiser votre travail et vos tournées. Donc, toujours dans les consignes générales, en arrivant chez le patient, vous réalisez bien entendu l'hygiène des mains à la friction hydroalcoolique et vous mettez un masque chirurgical en fonction des possibilités que vous avez. Le patient doit porter systématiquement un masque et s'il n'en a pas, vous devez lui en mettre un. Toujours pareil en fonction de ses dispositions. Vous retrouverez en annexe la bonne utilisation des masques parce que c'est pas forcément évident. Alors nous, en tant que professionnels de santé, j'ai envie de dire, c'est notre quotidien, on sait comment les utiliser. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est lorsqu'on voit dans la rue les gens se promener avec des masques alors qu'ils n'en ont pas besoin. On peut même se poser la question de savoir comment ils les ont obtenus alors que vous, professionnels de santé, vous en manquez éperdument. Mais ça, c'est un autre
problème. Mais ça me paraissait important de vous mettre des recommandations également concernant la manipulation des masques. Un masque chirurgical mal utilisé, mal jeté, peut être un vecteur de transmission très important. Donc voilà, il me semblait important de vous rappeler toutes ces choses-là, et même pour vos patients, ça paraît important que vous puissiez les alerter par rapport à ça. Vous allez utiliser du matériel chez vos patients, effectivement des tensiomètres et des oxymètres de pouls essentiellement. Donc, il est bien entendu demandé en sortant de chez vos patients après utilisation de désinfecter tout le matériel qui a été en contact avec le patient, chez le patient, avec un détergent désinfectant virucide ou de l'eau de Javel diluée à 0,5%. Il faut faire attention à la mallette et tout ça. Après, c'est à vous de vous organiser. Je vous fais confiance. Vous aurez sans aucun souci les bons réflexes par rapport à tout ce que vous pouvez apporter chez le patient. On peut effectivement envisager de rentrer chez les patients avec le moins de matériel possible nous permettant de réaliser les soins, mais en évitant de contaminer du matériel qui ne serait pas utilisé. Donc, pensez bien à désinfecter tout le matériel que vous êtes susceptible d'utiliser, donc que ce soit le matériel pour le diagnostic médical, mais également pour l'utilisation d'un crayon, pour le dossier de soins, des choses comme ça. Voilà, pensez bien à désinfecter toutes ces choses-là. Les déchets à risque de contamination, c'est important aussi qu'on en parle. Donc, tous ces déchets qui sont potentiellement contaminés, donc des mouchoirs, des choses comme ça, doivent être laissés chez le patient et doivent être mis dans les ordures ménagères dans un double emballage. Par contre, les dasseries doivent bien entendu suivre le circuit habituel d'élimination des dasseries que vous connaissez. L'utilisation du stylo, j'en ai parlé. Si vous utilisez un stylo chez le patient, vous vous désinfectez les mains après. Si c'est votre stylo, vous le désinfectez en sortant. Ce sont toutes des petites règles qu'il est important de reprendre et d'avoir en tête. Une hygiène des mains, bien entendu, mais ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. À la fin de la tournée, pensez bien à décontaminer tout ce que vous êtes susceptible d'avoir touché dans votre voiture, le volant, le pommeau de vitesse, toutes ces choses-là. Essayez de les désinfecter à la fin de chaque tournée avec du désinfectant, du détergent virucide ou de l'eau de Javel à 0,5%. Quant au téléphone, favoriser l'utilisation de l'oreillette. On sait que le téléphone, c'est un outil essentiel pour nous, qu'on utilise en permanence. Donc, faites très attention à son utilisation. Désinfectez-le très, très régulièrement parce que vous savez que ce satané virus, il adore la transmission manuportée. Donc, inutile de vous dire que entre vos soins, la voiture, les déplacements et l'utilisation de ce téléphone, ça peut être très embêtant. Donc, n'hésitez pas à le désinfecter très, 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 très souvent. Voilà pour ce qui était des recommandations générales. Donc ça, c'est issu d'un document émanant de l'ARS que vous trouverez en annexe dans le document que vous recevrez ultérieurement. Et vous avez en plus toutes les conditions de précaution qui ont été éditées. Ce sont des petites affiches qui ont été faites par l'ARS infirmier Occitanie et qui vous permettra de faire face à toutes ces situations. Vous avez un rappel sur l'utilisation du masque, vous avez un rappel de toutes les protections chez les patients Covid positifs et également les précautions chez les Covid négatifs. Donc voilà ces recommandations. Je vous inviterai à aller voir tous ces documents par la suite. On va rentrer dans le détail de ces surveillances de patients qui sont mis à votre disposition. Je suis désolé, je vois dans le chat qu'il y a des problèmes techniques, alors j'en suis vraiment désolé, mais vous savez qu'en ce moment, avec la grande partie de personnes qui sont en télétravail, les réseaux sont saturés, donc je suis désolé si vous avez des problèmes techniques. Vraiment, je m'en excuse d'avance et je vous rappelle que vous aurez bien entendu accès à ce webinaire en replay dès lors qu'il sera terminé en vous rendant sur la chaîne Orion Santé du site Webikeo. Pour ces prises en charge, je vous ai remis un petit arbre décisionnel qui est à l'attention des médecins de ville et qui permet effectivement de comprendre comment ils vont un petit peu orienter leurs patients. Donc, pour des patients qui auraient des syndromes cliniques évoquant un Covid-19, ils vont dans un premier temps rechercher les comorbidités. S'il y a présence de comorbidité, il y aura effectivement la recherche de signes de gravité. En fonction de la présence ou non de signes de gravité,
gravité, soit il sera décidé un appel au centre 15 en cas de signe de gravité, soit s'il n'y a pas de signe de gravité, eh bien, on fera appel à une surveillance infirmière. Donc, c'est par rapport à cet arbre décisionnel qu'on fera appel à vous pour surveiller vos patients. Pour vous, il y aura trois sortes de suivi permettant de surveiller vos patients à la maison. Le premier, c'est le télésuivi. Le télésuivi vous permettra, sur prescription médicale bien entendu, de surveiller vos patients par des appels téléphoniques. Effectivement, le but aujourd'hui, c'est de une surveillance importante de nos patients, mais avec le moins de contacts possible. Donc, le médecin généraliste pourra vous faire une ordonnance pour mettre en place un télésuivi de vos patients. C'est lui qui mettra la fréquence et vous appellerez le patient pour qu'il y ait une surveillance. On verra tout à l'heure en détail comment vous pouvez réaliser ce télésuivi. Si toutefois ce télésuivi n'est pas possible, soit d'emblée, soit suite à une évolution particulière de son état de santé, vous pourrez passer à une surveillance à domicile. Donc, vous irez chez votre patient et on verra comment vous pourrez effectivement réaliser cette surveillance. Et enfin, vous pourrez également participer à la téléconsultation. La téléconsultation est quelque chose qui est prévu depuis le 1er janvier 2020 grâce à l'avenant 6, mais c'est quelque chose qui va être mis en place beaucoup plus rapidement que possible du fait de la situation. Donc, je vous rappellerai que cette téléconsultation peut être réalisée avec un médecin téléconsultant qui vous permettra au lit du patient d'utiliser du matériel connecté. Alors, d'abord, les cas relevant d'une prise en charge par l'infirmière à domicile. Donc, ça peut être soit un patient qui a été hospitalisé car il avait une forme symptomatique et l'évolution positive de son état de santé fait que les médecins ont envisagé un retour à domicile, mais avec une surveillance infirmière. Vous savez que ce virus peut déclencher des formes symptomatiques légères avec une amélioration très rapide, mais parfois il y a une aggravation entre 7 et 10 jours après la survenue des premiers signes. Il peut y avoir une aggravation catastrophique de l'état du patient. C'est pour ça que certains patients vont être continuer à être surveillés par nous-mêmes, ainsi que les patients ayant été vus par des médecins de ville car ils ont présenté une forme symptomatique sans signe de gravité. Donc, le médecin va leur proposer de rester à domicile et d'organiser une surveillance grâce à nous. Euh, les critères de suivi, la suite, l'absence de signes cliniques nécessitant une hospitalisation, bien entendu, et des critères logistiques pour le patient. L'idéal serait que votre patient Covid+ ait une pièce dédiée et aérée où il pourra rester confiné, avec des moyens de communication possibles. Effectivement, un patient qui n'aurait pas de moyens de communication, ce suivi à domicile ne sera pas possible, donc il sera hospitalisé, et l'accès aux besoins de base, donc tout ce qui est hygiène et compagnie. Il faudra s'assurer également que au domicile du patient, il n'y ait pas de personnes à risque grave, donc tous des patients qui auraient une somme de comorbidité qui leur rendrait les choses difficiles, ou des patients en attente de greffe ou particulièrement immunodéprimés. Les consignes pour le patient, eh bien, vous allez lui donner les consignes de rester bien entendu confiné comme tout le monde, avec une surveillance de la température 2 fois par jour, et surtout le sensibiliser au fait qu'en cas d'évolution grave de sa maladie, dans l'expectative d'avoir de nouveaux symptômes ou des choses comme ça, il faut absolument sans délai que le patient appelle le médecin traitant, et si celui-ci n'est pas joignable, qu'il appelle directement le centre 15. Les consignes pour l'entourage, eh bien, les personnes qui sont dans l'entourage immédiat des personnes Covid positives, eh bien, devront également surveiller leur température 2 fois par jour. Bien entendu, restriction des activités sociales et des contacts avec les personnes fragiles. Et de la même façon, en cas d'apparition de symptômes, même légers, ils devront prendre contact avec leur médecin traitant ou avec le centre 15 si celui-ci n'est pas disponible. Concernant le logement, toutes ces consignes, ça peut être important que vous les donniez à vos patients. Il est conseillé de rester dans une pièce spécifique autant que faire se peut et de limiter au maximum la sortie de cette pièce. Si c'est possible, mais bien entendu, ça sera fonction du logement du patient, de privilégier l'utilisation d'une même salle de bain, de toilettes s'il y en a plusieurs dans l'appartement, dans le logement. Mais si toutefois tout ceci n'est pas possible, il faudra proposer de réaliser une décontamination
notification fréquente de tout ce qui peut être touché par la personne Covid positive. Il est déconseillé de recevoir des visites sauf indispensables. Alors, bien entendu, on n'en est plus dans les visites de courtoisie, bien entendu, mais des aides qui pourraient venir à domicile ou des choses comme ça, on limite au maximum. Les livraisons sont possibles, mais on demande aux livreurs de laisser le matériel devant la porte, devant le palier, pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre la personne livrant le colis et la personne malade. Voilà pour ce qui était des consignes. On va voir maintenant les 3 façons que vous avez pour pouvoir surveiller votre patient. Le télésuivi, c'est quelque chose de vraiment nouveau qui est mis en place par rapport à cette crise si particulière et qui va vous suivre vos patients par téléphone. Il faut recadrer les objectifs. Quel est l'objectif de ce télésuivi? C'est que les patients avec une forme avérée du Covid ou avec une suspicion de Covid soient suivis par un professionnel de santé, c'est-à-dire nous, par téléphone, tout en restant à domicile, et que cette personne, donc l'infirmière, lui donne les conseils et la conduite à tenir en cas d'aggravation rapide de son état. Donc, à nous d'être très au fait de tous les symptômes de ce virus, qu'on verra tout à l'heure, des signes de gravité et des différentes comorbidités. Donc, le télésuivi, le télésoin permet la pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télésoin met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens et auxiliaires médicaux. Donc, comment ça va se passer? Le médecin va prescrire ce télésuivi à un patient via une infirmière, et donc vous allez utiliser avec ce patient-là tout ce que vous pouvez pour faire un télésuivi. La fréquence sera directement prescrite par le médecin. Ça pourrait être tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par jour, peu importe. Et à des moments précis, vous allez appeler votre patient et vous allez lui poser des questions très précises concernant son état de santé. Alors, dans un premier temps, vous allez me dire qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Eh bien, j'ai envie de dire tout moyen aujourd'hui, le plus sécurisé qui soit, mais on sait très bien que nos patients n'ont pas forcément un équipement leur permettant de se connecter à des choses qui soient très sécurisées. Donc, j'ai envie de dire, dans un cas comme celui-ci, vous utilisez tout moyen à votre disposition pour créer du lien avec votre patient. Donc, si vous n'avez rien d'autre, eh ben, un téléphone, ça ira très bien pour faire ce télésuivi. Donc, vous utilisez tout ce que vous pouvez pour créer du lien avec ce patient. Donc, effectivement, lors des premiers contacts avec ce patient, vous allez essayer de voir avec lui les antécédents qu'il peut avoir. Vous allez essayer de voir les signes cliniques. Vous allez essayer de l'informer concernant les mesures d'hygiène que je vous ai données tout à l'heure, précédemment. Vous allez essayer de voir quels sont ses contacts avec le médecin traitant. Est-ce que son médecin traitant est joignable ou pas? Alors, en général, lorsque le médecin traitant aura fait une prescription pour un télésuivi, ça induit qu'il soit joignable. Mais il faudra bien redire les choses très clairement au patient. Voilà, en cas de survenue de nouveaux signes ou en cas d'aggravation de certains signes, il faudra prendre contact avec votre médecin ou, s'il n'est pas joignable, avec le centre 15. Donc, vous allez faire un interrogatoire précis. Très honnêtement, je vous conseille de vous créer, vous verrez, il y a des propositions dans les documents que je vous ai mis dans les annexes. Je vous conseille de vous créer un tableau, tout simplement, patient par patient, et de noter toutes vos observations que vous pourrez avoir par téléphone. Vous essayerez de faire un recueil des constantes cliniques à distance. Donc, bien entendu, la température, s'il est en capacité, le patient, de prendre sa fréquence respiratoire, pourquoi pas? Certains seront même en capacité de prendre leur rythme cardiaque. Donc, n'hésitez pas, toutes les informations que vous pouvez avoir, vous les notez sur cette feuille de suivi que vous établissez à votre cabinet ou chez vous, peu importe. Vous rappelez régulièrement les consignes d'hygiène et de confinement par rapport à tout ça. Donc voilà, ce télésuivi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de relativement simple. Il faut comprendre l'objectif. L'objectif, c'est de surveiller nos patients et de leur donner les renseignements principaux concernant une sorte d'arbre décisionnel. Donc la chose importante, c'est qu'il faut une coordination avec le médecin.
Et c'est à vous, en fonction de ce que vous allez pouvoir recueillir par rapport à cette consultation par téléphone, eh bien, vous allez décider soit d'alerter le médecin traitant, soit d'alerter le centre 15. À vous ou au patient, c'est vous qui ferez l'évaluation. Si c'est un patient que vous connaissez, il n'y a pas de souci. Si c'est un patient que vous ne connaissez pas, eh bien, vous profiterez de vos rendez-vous téléphoniques pour évaluer un petit peu ses capacités par rapport à sa prise en charge. Voilà pour ce qui est du télésuivi. On verra dans un deuxième temps eh bien, comment vous allez pouvoir coter et facturer ça. La surveillance à domicile, c'est lorsque vous ne pourrez plus continuer à faire cette télésurveillance. L'objectif, c'est que vous alliez chez vos patients parce qu'il y a une aggravation et que vous alliez encore une fois surveiller vos patients. Et là, donc, ce n'est plus possible par téléphone ou à distance. Vous estimez de vous-même, ça peut être de votre propre initiative. On vous a fait une ordo de télésuivi, mais le télésuivi n'est plus possible. Ce patient vous inquiète. Vous avez la possibilité de vous rendre chez le patient. On verra aussi pour la facturation. Donc, les signes de gravité dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les signes qui doivent absolument vous alerter concernant l'évolution négative d'un de vos patients. Donc, vous avez la polypnée, une oxymétrie de pouls inférieure à 90%, une pression artérielle inférieure à 90, une altération de la conscience, une déshydratation et une altération de l'état général brutal. Ce sont des signes de gravité où vous devez intervenir sans attendre. Si vous vous apercevez de ça en allant chez vos patients, c'est immédiatement appel soit au médecin traitant si vous pensez que c'est gérable. Si c'est en cas d'urgence, vous appelez directement le centre 15. Je vous ai fait également les listes des comorbidités. C'est important. Vous avez vu dans l'arbre décisionnel, c'est une des premières parties qu'il y a dans le diagnostic médical. Donc, les personnes âgées de plus de 70 ans, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, la cirrhose, les antécédents cardiovasculaires sont bien entendu dans la liste des comorbidités. On retrouve également le diabète insulinodépendant, les immunodépressions, quelles qu'elles soient, l'obésité et la grossesse. Tout ça, ce sont des facteurs de comorbidité que vous devrez relier avec la symptomatologie et avec les critères de risque que vous risquez de voir chez vos patients. Donc, il faudra vraiment faire un lien entre sa symptomatologie, les facteurs de comorbidité et les signes d'urgence pour ce patient-là. Donc voilà ce qu'il en est de votre surveillance. Et je vous le disais, on vous propose un exemple de fiche de surveillance IDE à domicile. Donc vous pouvez bien entendu vous servir de cette fiche lorsque vous allez chez vos patients à domicile, mais vous pouvez également vous en servir lorsque vous faites du télésuivi, parce il n'y aura pas forcément toutes ces choses-là lors du télésuivi, mais certaines pourront être remplies. À vous d'adapter votre fiche. J'ai envie de dire le principal, c'est que vous réussissiez à avoir un outil qui soit efficace pour vous et qui soit pratique. Donc voilà pour cette partie. Bien entendu, lorsque vous faites la surveillance, vous faites un retour d'information au médecin avec 3 situations possibles. Le patient présente des signes de gravité, vous prenez contact immédiatement avec le centre 15. Le patient présente des signes d'aggravation sans signe de gravité. Là, vous faites appel au médecin traitant immédiatement. Et en l'absence de tous ces signes-là, eh bien, rien de particulier. Vous continuez votre surveillance chez votre patient. Voilà, pour ce qui est de la surveillance de vos patients à domicile, j'espère que c'est bon pour vous. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais ça fait déjà quasiment 26 minutes qu'on a commencé et j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre. Et enfin, la téléconsultation, alors là, je ne vais pas vous dire grand-chose pour la bonne et simple raison que il n'y a rien de particulier par rapport au coronavirus. Cette téléconsultation est la même que celle que vous pouvez utiliser normalement. Donc, rapidement, vous pouvez être amené à être contacté par un centre de téléconsultation où on vous demandera de vous rendre au domicile du patient pour faire une consultation avec un médecin téléconsultant. Mais là, vous inquiétez pas, vous serez contacté par un centre particulier. Et puis, de toute façon, il faut à minima du matériel, donc ça ne concernera qu'une partie des infirmières. Je vous ai mis également en annexe les textes concernant les personnes qui sont habilitées à réaliser de la téléconsultation et le matériel qui est agréé
par la caisse concernant cette téléconsultation. Voilà les 3 choses que vous pouvez réaliser chez vos patients. Alors tout ça, je sais que c'est assez nouveau et pour info, voilà, on est en train de réfléchir et on va créer très rapidement une classe virtuelle concernant les situations sanitaires exceptionnelles et qui nous permettra pendant cette classe virtuelle de revoir tous ces principes de surveillance qui sont un petit peu nouveaux pour nous et qui nous permettront, grâce à ces 2 jours de formation en télé, en classe virtuelle, nous permettront de mieux appréhender toutes ces nouvelles choses, toutes ces surveillances avec lesquelles on va utiliser du matériel particulier, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter. On sera prêt pour cette fin de semaine. Alors, les lettres clés de cotation, effectivement, il faut pas oublier de coter tout ça. Hein, il n'y a pas de souci particulier. Alors, le télésuivi. Les principes de remboursement, donc là, c'est une lettre clé qui a été créée. C'est un AMI 3,2 qui est cotable. Alors, bien sûr, sans déplacement, puisqu'a priori, vous n'avez pas à vous déplacer dans le cadre de ce télésuivi. Hein. Donc, chaque fois que vous réaliserez un télésuivi, vous vous coterez un AMI 3,2. Ce télésuivi doit être prescrit. Donc, le médecin traitant vous prescrira ce télésuivi autant de fois que nécessaire par jour, la durée qu'il estimera nécessaire. Vous pouvez même demander si l'état du patient est toujours un petit peu préoccupant de la prolonger. Cette lettre clé sera prise en charge à 100% par l'assurance maladie et je vous ai même mis des petites informations pratiques. Vous devrez sélectionner lorsque vous mettrez cette cotation dans vos logiciels, vous devez mettre soins particuliers exonérés, histoire que l'assurance maladie sache qu'il faut prendre cette lettre clé à 100%. La feuille de soins électronique est transmise en mode dégradé. Il n'est pas nécessaire d'envoyer en parallèle une feuille de soins papier. Effectivement, vous ne pouvez faire que du dégradé parce que le but même de ce télésuivi est de ne pas se rendre au domicile du patient. Donc, vous n'aurez pas sa carte vitale, mais vous réalisez du télésuivi. Et vous pouvez en parallèle transmettre l'ordonnance via SCORE. Donc voilà, télésuivi AMI 3,2 prescrit par le médecin et pris en charge à 100%. Pour la surveillance à domicile, lorsque vous estimez qu'il y a besoin de vous rendre à domicile, eh bien vous pourrez utiliser l'article 5 ter qui existe déjà, l'AMI 5,8, qui existe aujourd'hui pour la surveillance d'un patient atteint d'insuffisance cardiaque ou de BPCO. Donc cette lettre a été augmenté, pas été augmenté, mais enfin, on peut l'utiliser par analogie dans le cas de cette surveillance des patients atteints, excusez-moi, de Covid-19. Donc, la cotation est la même, par contre, l'utilisation est différente. Il n'y a pas de restriction de nombre d'actes. Vous savez que l'article 5 ter, à la base, est limité à 15 séances. Là, il n'y a aucune restriction dans le nombre d'actes. Encore une fois, c'est le médecin. Si vous faites du télésuivi, admettons, le médecin vous a prescrit du télésuivi pour votre patient et pour une raison X ou Y, soit les moyens de communication sont pas très bons, soit votre patient vous inquiète un petit peu, voulez-vous y rendre, eh bien, vous demandez au médecin de changer cette prescription et de vous faire une prescription de surveillance à domicile. Et il peut choisir de la même façon la fréquence qu'il veut. Ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour. À vous de voir avec le médecin. C'est écrit comme ça dans les textes. C'est entre vous et le médecin que vous devez dealer ces choses-là. Les règles, pas d'application du 11B, c'est-à-dire que si vous allez faire cette surveillance et que vous faites d'autres soins en plus, vous pouvez coter cette séance en entier. Bien entendu, elle ne suivra pas les règles de cumul. Pas d'application non plus de l'article 13. C'est marqué dans les communications de la caisse. L'article 13 de la nomenclature, je vous rappelle, c'est le fait que l'assurance maladie prendra en charge les déplacements uniquement pour le professionnel de santé le plus proche du domicile du patient. Cette règle ne s'adapte pas pour l'AMI 5,8 dans le cadre de la prise en charge des patients Covid-19. Et la téléconsultation, je vous rappelle que l'avenant 6, depuis le 1er janvier 2020, a mis en place 3 actes de téléconsultation. Donc, lorsque vous faites un acte de téléconsultation au cours d'une séance où vous avez d'autres soins à réaliser, vous cotez 10 €, un TLS qui est cumulable en entier. Lorsque vous allez dans un lieu dédié, certaines communes ont déjà mis en place des centres de téléconsultation. Là, vous pourrez prendre 12 €. Et enfin, si vous allez de manière
préférentiel au domicile du patient uniquement pour réaliser cet acte de téléconsultation, eh bien, vous coterez un TLD, à savoir 15 euros. Mais voilà, ça, c'est très spécifique à la téléconsultation. Vous serez bien entendu encadré si vous réalisez ces actes de téléconsultation. Les règles de facturation pour ces actes, il n'y a pas besoin de prescription médicale puisque vous êtes contacté par un centre de médecins téléconsultants et c'est le numéro du médecin téléconsultant qui est indiqué dans la zone médecin lors de votre facturation. Donc voilà, ces 3 actes ont été créés et donc ils sont utilisables dans le cadre de cette téléconsultation. Les informations complémentaires dont je vous parlais tout à l'heure qui me semblent importantes par rapport à cette prise en charge lors de la crise. Vous avez une autorisation d'exercer en parallèle des infirmiers remplaçants. Effectivement, dans le Code de santé publique et dans la Convention nationale des infirmiers, il est noté qu'il est interdit à un infirmier de travailler en même temps que son remplaçant. Eh bien, pendant la période de la crise, pour faciliter l'accès aux soins et de manière dérogatoire, vous pouvez tout à fait travailler en parallèle de vos remplaçants. Donc ça, c'était la première modif importante de l'assurance maladie. Vous avez l'autorisation d'effectuer des soins au domicile sans mention spécifique figurant sur la prescription médicale. De la même façon, de manière dérogatoire, pendant le temps de la crise, si vous aviez par exemple des patients qui venaient à votre cabinet pour des soins, des pansements, des choses comme ça, eh bien, l'assurance maladie vous autorise de façon à limiter le déplacement des gens et les contaminations. L'assurance maladie vous autorise à aller chez ces patients-là pour faire leurs pansements, leurs soins et de pouvoir vous facturer un déplacement et des kilomètres si nécessaire sans avoir besoin d'avoir une autre prescription médicale. Voilà, les soins prescrits au cabinet peuvent être réalisés pendant le temps de la crise au domicile du patient avec facturation des déplacements. Il y a également, alors ça c'est pour information pour vos patients, ça ne vous touche pas directement, mais ça peut être intéressant. Le temps de la crise, il y a une prorogation automatique des ALD. Pardon, excusez-moi. Pour une ALD qui se terminerait pendant la période de confinement, pendant la période de crise, et bien cette ALD sera immédiatement renouvelée pour éviter que le patient ait besoin de consulter son médecin traitant. Simplification du circuit des pièces justificatives à la facturation. Les feuilles de soins papier, notamment dans le cas où l'infirmier est amené à facturer des actes en flux dégradé, ça peut arriver, comme on vous demande de ne pas aller chez certains patients. Vous n'avez pas à les transmettre à l'assurance maladie, elles doivent être conservées au cabinet. Il est bien noté dans les communications de l'assurance maladie que toutes les pièces qu'on ne vous demande pas, gardez-les bien jusqu'aux nouvelles consignes qui vous seront données après la crise. Les ordonnances médicales peuvent continuer à être transmises par à l'assurance maladie via SCORE, ça, il n'y a aucun souci. Et à défaut d'utilisation de SCORE, elles sont de la même façon conservées au cabinet en attente d'informations après la crise. La dérogation concernant la délivrance des ordonnances pour les traitements. De la même façon, c'est une information pour vos patients, c'est une information importante. Vous allez pouvoir dire à vos patients que ceux qui ont des traitements chroniques et qu'ils n'ont plus de ces traitements, il est tout à fait possible, il est donné l'autorisation aux pharmaciens pendant la période de confinement de renouveler le traitement sans avoir besoin d'une nouvelle ordonnance. Voilà pour ce qui est de ça. La prise en charge des indemnités journalières pour les infirmiers libéraux, c'est pareil, c'est une nouveauté qui a été publiée par l'assurance maladie. Le temps de la crise, eh bien, l'assurance maladie prend en charge de manière dérogatoire et sans délai de carence les indemnités journalières pour l'ensemble des professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux qui sont amenés à interrompre leur activité professionnelle parce qu'ils sont atteints par le coronavirus ou contraints de rester à leur domicile. Donc ça, c'est important. Vous savez, c'est toujours le problème de nos 90 jours de carence avec la Carpimco. Là, dans ce cas-là, en cas de coronavirus ou d'obligation de rester chez vous, eh bien, vous avez l'assurance maladie viendra prendre en charge vos indemnités journalières sans ce délai de carence. Le site
Déclareamélie.fr est désormais ouvert aux professionnels de santé qui bénéficient du versement d'indemnités journalières. Donc, vous pouvez aller, si vous avez un souci particulier, vous pouvez aller vous inscrire là-dessus. Et les professionnels de santé symptomatiques ou malades du Covid-19 doivent être arrêtés comme le reste de la population. Vous n'êtes pas des super-héros. Donc, vous avez la possibilité d'avoir la prescription d'un arrêt de travail via ce site qui a été mis en place. Euh, Également pour les AME, c'est un détail aussi, mais c'est important si vous avez des patients qui bénéficient de l'AME. Si leur AME vient à expirer entre le 12 mars et le 31 juillet, eh bien, elle sera automatiquement reconduite sans qu'il y ait besoin d'une intervention médicale ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est une façon de simplifier les choses, le temps tout du moins du virus. Voilà. Je vous présente les annexes. Alors, a priori, pardon, excusez-moi, le document que vous avez en téléchargement, on me fait part qu'il est disponible en téléchargement, mais a priori, il n'y a pas les annexes. Donc, écoutez, si c'est le cas, j'irai vérifier, mais si c'est le cas, on vous l'enverra par mail. On vous enverra les annexes par mail. Il n'y a aucun souci. Je vous ai dit qu'on vous mettrez tout ça à disposition. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai cette liste. On vous l'enverra par mail. L'annexe 1, fiche ARS, là c'est la fiche descriptive de tout ce que vous avez à faire, effectivement. Vous avez ensuite les annexes suivantes où vous avez toutes les communications de l'URPS Occitanie concernant les mesures de précaution que vous avez à prendre. Je vous ai mis une reco de la SF2H concernant l'utilisation des masques. Une fiche patient pour la téléconsultation, ça peut être intéressant que vous donniez cette fiche à vos patients. Ça leur explique un petit peu comment ils doivent faire ce télésuivi, comment ils doivent agir, réagir et tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez la même fiche pour vous, pour les infirmiers et le télésuivi. Et ensuite, je vous ai mis des documents de l'assurance maladie, du ministère de la Santé concernant tous les actes que vous avez à réaliser via ce problème de Covid-19. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Alors, j'espère que ça a été clair. On avait prévu 30 minutes, on en est à 40 minutes, mais c'est pas très grave. Le principal était vraiment de vous informer de tout ce que vous pouvez faire par rapport à ce Covid-19. On a décidé aussi chez Orion de vous accompagner et de vous permettre d'échanger. Donc, on va créer un groupe Facebook concernant la gestion de cette crise. Ce groupe Facebook ne servira qu'à ça, vous permettra d'échanger si vous avez des bons plans, si vous avez des idées, si vous avez des besoins particuliers. Voilà, vous pouvez aller vous inscrire sur cette page Facebook qui sera dédiée réellement à la prise en charge du Covid-19. Voilà, on essaye vraiment de vous accompagner. Nous sommes tous chez Orion, bien entendu en télétravail, mais on reste mobilisés pour vous. On essaye vraiment de vous accompagner et si on peut vous être d'une utilité quelconque, il n'y a aucun souci. Donc, je vous rappelle, j'essaierai peut-être de faire d'autres webinars si la situation évolue, s'il y a des nouveautés à vous faire passer. Je pense qu'on n'hésitera pas à le refaire. Je remercie encore une fois ma direction et Webikeo de nous avoir accompagnés dans ce projet. Donc, je reviendrai certainement vers vous. Nous continuons les classes virtuelles pour nos thèmes de formation et nous sommes, comme je vous disais, en train de créer une classe virtuelle concernant les situations sanitaires exceptionnelles qui vous permettront de mieux vous organiser. Là, on est vraiment sur une formation de 2 jours qui vous permettra de mieux vous organiser. C'est par le biais d'une classe virtuelle, vous verrez. C'est une nouvelle méthode qu'on a découverte ensemble, mais vraiment, c'est quelque chose de bien. Donc, nos bureaux restent ouverts, les gens sont en télétravail, mais on est là pour vous répondre, on est là pour vous accompagner. Je tenais réellement à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes, que c'est ce que vous veniez chercher. J'ai essayé de le faire le plus exhaustif possible, de telle manière que vous ayez tous les outils, tous les éléments pour faire face à cette crise. Je vous remercie encore de tout ce que vous faites partout en France. C'est une guerre, je crois que notre président l'a dit, mais je sais que nous la vaincrons et je crois énormément en nous. Les médias sont là pour relayer, on ne parle que des infirmiers, que des infirmières. Donc, si j'ai envie de dire une chose, c'est battons-nous parce que là, c'est le moment de la bataille. Par contre, une fois cette période terminée, il y aura une autre bataille qui s'ouvrira. Il faudra qu'on la mène
tous ensemble pour enfin faire reconnaître notre métier à la hauteur de ce qu'il mérite, à des revalorisations nécessaires et que ensemble on puisse enfin aller plus loin. Et c'est bien les merci, c'est bien les applaudissements, mais aujourd'hui on veut de la vraie reconnaissance. Donc j'espère que en plus d'être là aujourd'hui pour vous battre, ben, j'espère qu'on sera tous ensemble à la fin de cette crise pour se battre pour obtenir une meilleure reconnaissance. Donc merci à vous tous, je crois très fort en vous. Faites attention à vous, protégez-vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de vous et je vous envoie tout le courage possible et Orion se joint à moi encore une fois pour vous remercier et pour vous accompagner au quotidien dans votre exercice. Merci à tous et à très bientôt.